Je construis un abri de jardin pour mon frère, ce sera le plus grand que j'ai jamais fait. Il fera 16 pieds sur 8, soit 4,8 mètres sur 2,4 et la première étape consiste à commencer la fabrication du plancher. J'ai donc commandé beaucoup de bois CLS traités sous pression, de 63 par 38 mm, et ce sont des longueurs de 4,8 mètres, donc elles sont assez longues. C'est pourquoi j'ai décidé d'installer un petit espace de travail sur mon allée. J'ai fabriqué ce petit bloc de bois qui est à la même hauteur que la base de ma scie à onglet, et pour l'autre extrémité, j'ai fabriqué ceci. Donc, c'est une boîte en contreplaqué que j'ai remplie de béton pour qu'elle soit vraiment lourde. J'ai aussi ajouté une languette en MDF à l'extrémité et une poignée pour faciliter le transport. Et si je verrouille ma scie à onglet en position basse, je peux ensuite utiliser l'extrémité magnétique de mon mètre ruban pour mesurer la distance que je veux couper et positionner ceci. Et cela va devenir ma butée. Donc, le cadre pour la base de l'abri doit faire 2,4 mètres de large et je veux couper ces bois à 2,4 mètres, moins l'épaisseur de 2 de ces pièces qui devrait être de 76 mm, mais ça mesure plutôt 78. Donc ça fait 2322. Une fois que ma butée est exactement là où je la veux, je coupe toutes mes solives de plancher. Voici mes solives de plancher dans leur orientation de pose. Et si je les serre ensemble bien fermement et que je mesure à travers, j'obtiens 468 mm. Et si je soustrais cela de 4800, qui est la longueur que va faire la base de mon abri, j'obtiens 4332. Et je vais simplement compter combien d'espace il y a entre les solives. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et je vais diviser 4332 par 11, ce qui me donne 394 mm. Je dois donc couper mes entretoises à cette longueur. Cette butée est pivotable pour permettre des coupes plus courtes. Les deux dernières solives de rive du plancher doivent garder toute la longueur de 4,8 mètres des madriers. Je regarde dans la longueur pour en trouver deux bien droites, car beaucoup étaient tordues comme une banane. Il est recommandé de traiter toutes les coupes faites sur du bois, traité sous pression, avec un produit de préservation du bois, car le traitement sous pression, qui est la substance verte, ne pénètre généralement dans le bois qu'à environ 10 mm. Suite à quelques tests que j'ai réalisés au cours d'une expérience de 3 ans, que j'ai montré dans une vidéo récemment, je ne suis pas du tout convaincu que ce produit fasse réellement quelque chose pour préserver la durée de vie du bois. Mais c'est l'abri de mon frère, donc je l'ai laissé décider, et pour 25 livres pour un bidon de 5 litres de ce produit. Selon lui, cela reste insignifiant face au coût total de la construction. Il a dit « Fais-le, tout simplement ». Je le fais maintenant pour aller chez mon frère et construire ce truc. Mes solives de rive de 4,8 mètres iront sur la galerie de toit. J'ai aussi tendance à en faire trop en attachant des choses ici. L'idée que quelque chose puisse se détacher pendant le trajet est assez effrayante. Le reste du bois peut aller à l'intérieur, puis j'ai préparé quelques outils pour le voyage. Voici la base de l'abri construite par mon frère, sur laquelle la structure en bois sera posée. L'idée d'utiliser ces palettes en plastique est qu'elles permettent une circulation optimale de l'air sous l'abri. La circulation de l'air est essentielle pour garder tout sec. Ne connaissant pas la limite de poids des palettes en plastique, on place des blocs de béton entre elles pour garantir un bon soutien. Ce n'est pas totalement plat, surtout parce qu'Alan utilisait ce niveau pour tout faire. Mais je pense que ce sera suffisant pour travailler en gardant à l'esprit qu'on peut toujours caler du bois si nécessaire. Je vais placer mes solives de rive ainsi que le reste des solives avec toute courbure orientée vers le haut. Ainsi, une fois que le poids sera appliqué plus tard, elles devraient toutes s'aplatir avec le temps. Et j'ai des clous de 90 mm pour le cloueur à charpente ici. Je commence par placer la première solive, puis j'utilise les entretoises comme cale temporaire pour positionner les suivantes. Et ensuite, je peux simplement déplacer ces entretoises jusqu'à ce que j'arrive au bout. Il y a deux raisons pour lesquelles je préfère utiliser des clous plutôt que des vis pour cela. La première, c'est beaucoup plus rapide, et la deuxième, c'est que comme le bois travaille.
Comme cela arrivera avec le temps, les vis ont tendance à casser sous la pression, alors que les clous ont tendance à se plier. Les clous que j'utilise sont également galvanisés, ce qui signifie qu'ils sont adaptés à une utilisation en extérieur. Il est possible que je doive raccourcir un peu mes entretoises de boue, mais nous allons d'abord les tester. Je vais aussi devoir déplacer un peu ces blocs. Et oui, ils dépassent d'environ 3 mm, donc je vais juste couper les extrémités. Je vais mesurer d'un coin à l'autre pour vérifier que c'est d'équerre. Si les mesures sont identiques, c'est bon. Si une diagonale est plus longue que l'autre, alors il faudra ajuster un peu le cadre. Et je n'ai qu'un mètre ruban de 5 mètres avec moi, donc on va devoir mesurer comme ça. Alors, on a 5382 et 5377. Donc, ça fait 5 mm de différence. Je pense que c'est assez proche. Et je vais ajouter ces entretoises. Là où ils viendront reposer sur les blocs de béton, dans ces zones, là où je veux que les entretoises fassent le raccord. 2 palettes qui sont côte à côte. Je cloue mes clous en biais. Et avec le cadre posé sur la base, c'était suffisamment de niveau. Je voulais dire, avant de mettre toutes ces entretoises, que si le cadre n'avait pas été d'équerre, ce que j'aurais probablement fait, c'est utiliser une plaque d'OSB comme référence, parce qu'on en a là-bas. Ou si le cadre pouvait être manipulé à la main, tu pourrais même simplement installer un renfort d'angle avec une longue pièce de bois vissée dans le cadre et tout ramener à l'équerre. Et une autre bonne méthode pour vérifier l'équerrage, c'est la règle du 3-4-5. Donc, si je marque 3 unités ici et ensuite 4 unités là, la distance entre ces deux points devrait mesurer 5 unités. Et comme vous allez le voir, on n'est pas très loin. Ça vaut aussi la peine de regarder le long du sol pour repérer les bosses ou les creux, mais là, ça me semblait assez bien pour que je puisse habiller le sol. Nous allons utiliser ce bois traité autoclave avec rainure et languette, appelé TGV par le marchand pour une raison inconnue. Et la raison pour laquelle nous avons choisi cela, c'est parce que nous voulons vraiment que cet abri dure, et je pense que ça tiendra plus longtemps que l'OSB ou le contreplaqué. Il fait 15 mm d'épaisseur une fois posé, donc c'est vraiment un matériau de bonne qualité. C'est un peu plus cher que les panneaux, mais nous verrons les coûts plus tard. Ces planches de 5,1 mètres devraient couvrir toute la base du plancher. Comme d'habitude, c'est arrivé de l'usine de traitement sous pression complètement trempée. Mais je ne pense pas que ce soit un problème. Cela signifie que nous devons supposer que ces planches ne deviendront pas plus grandes, et donc les ajuster au plus serrées les unes contre les autres. Nous ne voulons pas que des espaces apparaissent dans le plancher quand le bois séchera. À ce stade, Alan a ajouté quelques cales, les fixant avec du silicone juste pour compenser la différence. Là où il y avait des points bas, on espère que celles-ci ne se déplaceront pas avec le temps. Pendant qu'il faisait cela, j'ai décidé d'ajouter plus de traverses que prévu pour ce plancher. C'est simplement parce que ces palettes en plastique semblaient moins solides que prévu, donc les traverses renforceront la structure. J'ai des clous plus courts pour fixer les planches à rainure et languettes sur les solives. Il est conseillé de placer le côté le plus épais de la partie rainurée des planches vers le bas, car il sera plus solide que le côté fin. Bien que je l'ai signalé, nous avons posé les 3 premières planches à l'envers avant de nous en rendre compte, ce qui est honteux. Plutôt que de les retirer et risquer de gaspiller les planches, ce plancher est bien soutenu, et je ne pense pas que cela posera problème. Nous avons donc continué ainsi. J'ai acheté un serre-joint pour assembler des planches de parquet. Je vous en reparlerai plus tard. Comme nous n'avions mis qu'un seul clou dans le bas de la première planche, cela nous a donné un peu de marge de manœuvre pour insérer la languette dans la rainure de la planche suivante. Et je peux ensuite enfoncer un clou dans le bas de la deuxième planche, puis un deuxième clou dans le haut de la première planche. Et c'est le même procédé que nous allons utiliser tout du long. Ce serre-joint pour planche de parquet coûtait environ 7 livres et fonctionne avec un cliquet. Après avoir posé les premières planches, j'ai tout de suite voulu en vanter l'utilité. Ces planches ne seront jamais parfaitement droites. Réduire tous les espaces signifie que nous n'avons pas à craindre le retrait lors du séchage. Ça a bien marché la plupart du temps, mais le mécanisme de libération de la sangle se coinçait souvent dans le cliquet, et il fallait le décoincer régulièrement avec un tournevis. Ça refonctionnait un temps, puis se bloquait encore, et ainsi de suite. Donc, je suppose que ce que je veux dire, c'est que je suis vraiment content d'avoir acheté un serre-joint, mais je n'achèterai probablement pas ce modèle-là à nouveau.
Parfois, il était plus simple de les serrer à la main sans la pince, même si cela vous donnait l'air un peu bête. Une fois les planches posées, il me suffit de mesurer et marquer le débord pour le découper. Donc, avec le plancher terminé, regardons les coûts. En fait, avant de faire ça, je voulais juste vous dire que je vais mettre à disposition des plans pour ce projet. Les deux versions de l'abri, à toit à 2 pentes ou à 1 pente, contiennent tous les détails sur les dimensions du bois, la liste de coupe, les mesures et les plans. Donc, si vous êtes intéressé par la construction d'un abri, restez à l'écoute, d'accord? Pour ce qui est des coûts, nous avons acheté tout notre bois chez un marchand de bois local. Évidemment, si vous achetez dans un magasin de bricolage, vous payerez probablement entre 50 et 60% de plus pour les mêmes produits. Comme je l'ai expliqué dans ma récente vidéo de comparaison des coûts entre construire et acheter un abri, je laisserai un lien vers celle-ci dans la description ci-dessous. Le bois d'ossature du plancher m'a coûté 174 livres et le bois à rainures et languettes 248 livres. Le produit de préservation du bois a coûté 25 livres et j'en ai eu pour environ 9 livres de clous, donc le coût total est de 356 livres. Avec de l'OSB de 18 mm au lieu du bois à rainures languettes, le coût serait d'environ 88 livres, ou du contreplaqué structurel résineux de 18 mm aurait coûté environ 108 livres, et ces matériaux en plaques auraient aussi été beaucoup plus rapides à installer. La pose du bois à rainures et languettes est assez lente. Cependant, comme je l'ai mentionné dans mes précédentes vidéos de construction d'abri, si vous utilisez de l'OSB ou du contreplaqué pour le plancher d'un abri, il est essentiel de le protéger de l'humidité. Avec le temps, les panneaux finiront par se délaminer ou s'effriter. Des solutions existent, comme assurer une bonne ventilation dessous pour éviter que l'air humide reste piégé sous le plancher. Utilisez un nœud-bande d'étanchéité en plastique pour couvrir les extrémités des panneaux. J'ai fait cela pour mon abri précédent et ça a bien fonctionné. J'ai remarqué que par temps très humide et persistant, il arrive que des traces d'humidité apparaissent. L'humidité traverse le bardage, l'ossature du mur et descend sur quelques petites zones de l'OSB. Si vous vouliez éviter cela, vous pourriez envelopper les murs de l'abri dans une membrane. En général, cela ne se fait que si vous isolez les murs. Autrement dit, si vous construisez une pièce de jardin et non un simple abri, alors qu'ici, il s'agit juste d'un abri. Une autre option serait d'utiliser un panneau de qualité extérieure comme du contreplaqué marin, ou un MDF de qualité extérieure comme Tricoya. Cela coûterait sans doute plus cher que les lames à emboîtement traitées autoclave utilisées. Comme mentionné, nous voulons un abri durable, donc mon frère a choisi des lames à emboîtement traitées autoclave. Le résultat est superbe. Ne manquez pas le prochain épisode de cette série, et merci d'avoir regardé.